Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Et oui, depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois même, la tension monte par paliers sur le front nord et après la mort samedi de 12 enfants tués par un missile iranien dans un village druze du nord d'Israël, dans le Golan, une attaque israélienne semble imminente. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, d'ailleurs, elle aura eu lieu, mais on va parler évidemment au-delà de ce qui se passe dans la conjoncture. Le Hezbollah est en état d'alerte maximale, craignant évidemment des représailles. Les chancelleries occidentales s'activent pour éviter un embrasement au Liban. On est en ligne avec Stéphane Juffa, journaliste spécialiste de la géopolitique moyenne-orientale, directeur de l'agence de presse MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane Juffa. Bonjour Antoine et bonjour aux téléspectateurs. Alors on va parler avec vous donc de la situation géopolitique globale, puisque tout est en train de bouger, des scénarios pour les prochains mois aussi. Mais d'abord, on ne peut pas ne pas évidemment évoquer cette actualité immédiate que nous vivons, cette attaque israélienne en préparation contre le Hezbollah au Liban. À quoi faut-il s'attendre, Stéphane Juffa? Ce sera un petit peu la surprise parce qu'il y a eu des discussions très longues dans la nuit dernière au niveau du cabinet et au niveau des spécialistes de la défense avec le Premier ministre. Ils gardent bien les cartes près de leur poitrine. Ils le disent pas et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas une critique parce que le Hezbollah a déjà évacué tous ses chefs et tous ses membres importants des centres névralgiques, là où eux aussi s'attendent à une attaque de notre part. Donc l'idée c'est pas de frapper des bâtiments vides, c'est pas de faire semblant qu'on riposte parce que tout le monde nous attend aussi à ce carrefour. Aussi bien les observateurs internationaux qu'israéliens, on a un petit peu assez des promesses de ramener le Liban à l'âge de la pierre ou au Moyen Âge, parce que il y a profusion de menaces, d'indications sur des orales sur des frappes qui s'annoncent très vives. Et puis en fait, on en a pas beaucoup vu. Il s'agit à la fois pour le gouvernement et pour les chefs de l'armée de sortir du canevas qui dure depuis le 8 octobre, date à laquelle le Hezbollah a commencé à attaquer les villes, les villages et les positions militaires israéliennes. Quels sont les scénarios qui sont sur la table maintenant, à l'heure qu'il est, dans la gradation finalement de la riposte attendue? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce qu'on aimerait faire en Israël, c'est de frapper très fort, de changer la donne. Il parle beaucoup de changer la donne, de changer cette espèce de routine qui s'est instaurée, cette espèce de match de ping-pong entre le Hezbollah et Tsahal. Alors, il faudrait pouvoir changer la donne, c'est-à-dire surprendre le Hezbollah, le punir très fort pour ce qu'il a fait, sans engendrer forcément un embrasement total, un conflit généralisé. C'est là, donc il faut avoir des idées. Il y en a qui existent. Celle que je privilégie en ma qualité d'analyse stratégique, ce serait ce qu'on appelle en Israël le Mifta à Rechassim, c'est-à-dire l'attaque des collines. Parce que de tous les endroits où nous recevons des roquettes et des missiles anti-chars, Antoine, ça se passe depuis des hauteurs, des collines, des petites montagnes du côté libanais qui font face à nos villages et à nos villes, comme mon village de Metula, qui est probablement l'endroit en Israël qui est le plus bombardé par le Hezbollah, mais aussi sur toute la frontière, longue de 80 km à peu près. C'est toujours la même chose. Il y a des positions élevées du Hezbollah qui tirent sur les villages, Avivim, Margaliot, la ville de Kiryat Shmona, etc. Donc, ce que je pense qu'on devrait faire depuis longtemps, et le plan existe, c'est d'occuper, de traverser la frontière pour faire la première incursion
pédestre de ce conflit et de s'emparer de ces collines, quitte à expliquer par la suite au gouvernement libanais qu'on les rendra volontiers contre un accord de paix. Ce serait s'emparer de quelques atouts. Je suis persuadé que si on agissait de cette façon, le Hezbollah ne déclencherait pas une guerre généralisée sur le front, et je ne vois que des côtés positifs. En plus, on a une force suffisante, une supériorité en nombre et surtout en qualité des moyens qui nous permettrait de réaliser cette prise des collines en l'espace de 2 ou 3 jours. C'est un exemple, il y en a d'autres, et il y a d'autres idées, il y a d'autres plans qui existent, comme le fait d'occuper tout le territoire entre la frontière israélienne et le fleuve Litanie, aussi en restant dans le sud. Et si les décideurs pensent à une frappe encore plus puissante, alors on parle directement du sud chiite de Beyrouth, le fameux quartier de la Dahia, à côté de l'aéroport international. Mais là, le risque d'un embrasement généralisé est plus conséquent. Oui, c'est-à-dire que la fameuse ligne rouge pour le Hezbollah, disons, si on peut l'évaluer, c'est de frapper les forces du Hezbollah à Beyrouth même, dans leurs quartiers généraux. Ça, certainement, mais donc on a bien vu aussi que le Hezbollah, qui en a les moyens, n'a pas visé Tel Aviv, Jérusalem, et même Haïfa dans une grande mesure, euh, parce que il y a ces routines qui se sont établies au bout de 10 mois d'échange de feu, et le fait de frapper une des villes que j'ai citées, et Beyrouth, pour notre part, euh, de cela découlerait presque automatiquement une guerre généralisée, pour laquelle des deux côtés de la frontière, on n'est pas franchement chaud. C'est-à-dire que on n'est pas prêt, et puis on sait toujours des deux côtés de la frontière que si une telle guerre éclatait, euh, elle serait cataclysmique. On pourrait parler de milliers, voire de dizaines de milliers de morts au Liban et de 500 à 2000 morts en Israël. Ce sont les estimations que j'entends et qui me semblent plausibles. Donc, on n'est pas pressé d'arriver à cela. Et puis en même temps, on ne peut pas ne pas réagir à l'assassinat de 12 gamins de 10 à 16 ans qui jouaient paisiblement sur un stade de football et qui, semble-t-il, ont été visés sciemment parce que c'était à 2,5 km en tir direct avec une roquette de 50 kilos. C'est difficile de tirer une roquette de ce genre par erreur. Alors, vous parlez d'un bilan effectivement très lourd qui résulterait d'une offensive généralisée, complète, d'une guerre totale. On est un peu échaudé parce que du fait de la fameuse conceptia, de l'hubris qui empêche de voir parfois la dangerosité, la malignité de l'ennemi. Il y a un journal koweïtien qui affirmait par exemple récemment que l'Iran avait fourni des bombes pour paralyser les systèmes de communication, les radars israéliens. Alors, évidemment, il faut prendre ces informations avec prudence, mais on demeure très prudent justement depuis le 7 octobre. Est-ce que dans cette riposte, dans ce scénario noir, on va dire, de guerre totale, il n'y a pas des risques que le Hezbollah, l'Iran, puissent effectivement envoyer sur Israël des bombes qui surprendraient? On parle, Antoine, de bombes électromagnétiques. Alors, on ne sait pas si l'Iran en possède réellement. L'Iran bluffe énormément, notamment sur ses moyens aériens. En revanche, Israël est un champion au niveau planétaire de ces bombes électromagnétiques. Et il faut ni sous-estimer les capacités de l'adversaire, ni les surestimer. Et il faut surtout se baser sur ce qu'on a vu, ce qu'on a expérimenté. Ce qu'on a le mieux expérimenté au niveau de l'Iran, c'est cette fameuse nuit où ils ont lancé 500 projectiles sur Israël en même temps, en 1 heure, qui contenaient
missiles de croisière, des missiles balistiques et des drones à longue portée. Et sur ces 500 projectiles, il y en a un qui a explosé en Israël et je vous assure qu'ils ont envoyé ce qu'ils avaient de mieux. Donc, il ne faut pas perdre dans le sens des choses et dans l'évaluation des moyens des Iraniens le fait qu'ils sont à peu près au niveau des générations de développement d'armement dans les années 60. C'est toute la différence qu'il y a. Ils utilisent très bien les moyens qui sont à leur possession, comme je parle notamment du Hezbollah, comme ces drones qui sont antédiluviens, des drones qui sont faits pour attaquer des chars, c'est pour ça qu'on les appelle anti-chars, et des missiles anti-chars surtout. Et ils les utilisent pour détruire des positions, des bâtiments, etc. Ils les ont recyclés pour une autre application. Ils les utilisent vraiment très bien. Ils utilisent des roquettes qui ont été inventées en 1938 en Union soviétique. Et ils les utilisent aussi très bien. Ils utilisent des drones qui ont l'air de jouer à côté des drones que nous utilisons nous-mêmes, qui peuvent transporter jusqu'à 20 kilos d'explosifs. Mais au niveau sur la question de soutenir une offensive généralisée de Tsahal, il ne faut pas se faire trop de soucis. Au niveau technologique, au niveau des drones, au niveau des missiles de précision, Tsahal est à la pointe de ce qui se fait de mieux. Le Hezbollah le sait. Le Hezbollah a fait une erreur samedi en frappant Majd al-Shams et ses enfants. Et le Hezbollah se terre. Et vous savez, Antoine, en termes stratégiques, il n'y a pas de bluff. On peut bluffer avant une guerre. On peut menacer. On peut essayer de faire peur à l'ennemi. Une fois que la guerre est engagée, ça sert à rien. Et le Hezbollah est une milice qui compte aujourd'hui au mieux 20 à 25 000 combattants. Et aujourd'hui, on a à peu près 350 000 soldats israéliens mobilisés. On peut facilement arriver à 550 000 avec des centaines de chars, des modèles les plus évolués, avec les meilleurs avions du monde, avec de l'artillerie lourde. C'est un combat qui est totalement asymétrique. Et rien ne pourrait s'opposer à la volonté d'Israël si Israël décide d'en découdre avec le Hezbollah. Oui, mais il y a ce chiffre de 150 000 roquettes et missiles et le risque d'une saturation des systèmes de défense israéliens. Est-ce que ça, ce n'est pas un danger peut-être difficile de prévoir, mais qui pourrait être plus fort que ce qu'on pense a priori? Alors, on l'a bien étudié, ce risque. D'ailleurs, d'abord, on a développé des moyens de le contrer, parce que 500 projectiles iraniens en même temps, en une heure, que j'ai vu d'ailleurs sur la terrasse de l'hôtel où je me trouve, c'était en festival pyrotechnique très intéressant. C'est parmi ce qu'on peut faire de mieux pour un envoi massif de projectiles de ce genre. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour lancer des projectiles, surtout des projectiles lourds, s'ils visent Tel Aviv, Jérusalem, etc., il faut des lanceurs. Et ces lanceurs, plus il y a de grosses roquettes, quelques missiles chez l'ennemi, plus ces bases de lancement se voient avec nos satellites, se voient avec nos drones de reconnaissance, et il n'en existe pas des milliers, il existe effectivement des dizaines de milliers de roquettes, mais il n'y a pas des dizaines de milliers de lanceurs. Et je doute qu'il y en ait plus de 1000 ou de 2000, et on sait où ils sont, et on ne regarderait pas en spectateur le lancement de ces roquettes. Donc, je doute fort que le Hezbollah puisse, au début, pendant les 3 ou 4 premiers jours d'un affrontement global, lancer plus de 200 projectiles à la fois. Ça, c'est notre estimation. Et c'est très dérangeant, hein, 200 projectiles qui viennent pas d'Iran, hein, qui viennent de 5, 10, 20 kilomètres, 50 kilomètres de la frontière. C'est beaucoup plus délicat, mais c'est à peu près ce qu'ils peuvent faire. Et puis, il faut pas oublier une autre chose. J'ai parlé de ping-pong et
on est très irrité, surtout parmi les déplacés israéliens des villages qui avons nos maisons et nos bureaux détruits par le Hezbollah. On est très irrité de ce qu'on considère peut-être un peu instinctivement comme une inaction de Tsahal. Mais c'est pas vraiment une inaction. J'ai parlé de ping-pong. D'un côté, le Hezbollah a tiré jusqu'à maintenant quelque chose comme 12 000 projectiles, mais les 12 000 projectiles ont fait 40 morts du côté israélien en 10 mois. Je parle sèchement et je demande qu'on me pardonne là-dessus, mais si je veux établir un raisonnement stratégique, je suis quasiment obligé de le faire. C'est ces 40 morts qu'on pleure, c'est très désagréable, c'est très douloureux. Mais au niveau stratégique, 40 morts en 10 mois avec 12 000 projectiles, c'est pas une efficacité extraordinaire. Et quand ces roquettes, quand ces drones attaquent des positions en Israël, c'est avec des charges explosives de 5 à 50 kilos et avec une précision qui n'existe pas, à part pour les drones et les missiles anti-chars. Il faut dire ce qui est aussi, qui sont parfaitement maîtrisés par les miliciens du Hezbollah. Mais dans cette partie de ping-pong, nous avons toute la panoplie de missiles, depuis ces missiles de 13 kilos qui sont faits pour détruire une voiture en marche et pour ne pas générer de victimes collatérales, c'est-à-dire que à un feu rouge, la voiture qui se trouve à droite de la cible et la moto qui se trouve à gauche ne vont pas être touchées avec ces petits missiles. On a aussi des missiles, je parle de ceux qu'on utilise de 100 ou de 200 kilos, et on voit ça sur les vidéos qui sont proposées par le porte-parole de l'armée. Lorsque ces missiles heurtent une position du Hezbollah et surtout des dépôts de munitions, eh bien, on a toujours une explosion secondaire. Et je peux dire que on a détruit des centaines de dépôts. Je dis bien des centaines de dépôts et de positions dans tout le Liban, jusque dans le nord du Liban, à Baalbek. Et ce qu'on peut dire pour résumer cette réflexion, c'est qu'aujourd'hui, le Hezbollah n'a plus 120 000 roquettes. On a aussi détruit des rampes de lancement, on a éliminé des spécialistes et les capacités dans ce jeu de ping-pong, parce on n'est pas entré dedans, on n'a pas accepté d'y jouer sans vision stratégique. On a réussi à éliminer, je dirais, en bon 40% de la capacité de nuisance du Hezbollah. Voilà donc pour cette question du front nord, Stéphane Juffin. On attend évidemment dans les heures qui viennent quelle sera la nature effectivement de la riposte israélienne et ce qui pourrait en découler. On va dire un mot maintenant de ce qui se passe aussi au sud, à Gaza, avec des avis partagés. Il y en a qui disent que l'essentiel est fait maintenant sur le plan militaire, que la structure du Hamas est détruite, qu'on pourrait faire un cessez-le-feu pour tenter de récupérer quelques otages encore qui seraient en vie. Et puis il y a ceux qui disent non, il faut poursuivre parce que, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de cette destruction, de cette éradication du Hamas, notamment en neutralisant encore les principaux chefs. À quelle école vous rattachez-vous, vous, Stéphane Juffin, sur cette guerre à Gaza aujourd'hui qui en est, on le sait, à son plus de 9e mois? Je fais surtout une séparation entre les questions objectives, qui est qu'est-ce qui se passe à Gaza, qu'est-ce que ça lui fait, où on en est, et puis ce qui a trait aux otages et ce qui a trait à la fin de la guerre. Alors je vais peut-être commencer par les otages parce que c'est plus simple, et malheureusement ça va pas nous attirer beaucoup de sympathie, mais je suis assez pessimiste quant au sort des otages qui restent. On parle de 115 otages encore détenus à Gaza, mais ça comprend les otages vivants et les otages morts. Et le Hamas ne s'en cache pas. Et une des choses qui impacte la négociation, c'est que on ne sait pas. C'était peut-être le point primordial et premier auquel on aurait dû pour les négociateurs israéliens et les intermédiaires, les pays intermédiaires auraient dû s'atteler, c'était de savoir
combien il y en a de vivants, qui ils sont, où ils sont, avant de négocier une contrepartie à la libération de ces otages, parce que ce qu'on nous dit dans les brouillons d'accord, c'est que il y en a des vivants, il y en a des morts, et puis il faudra accepter en échange, sans voir ce qu'il y a dans le sac, sans voir ce qu'il y a dans la valise des échanges. C'est tout à fait possible en théorie qu'il y a 3 otages vivants et tout le reste mort. Donc on n'a pas été assez exigeant de la part du Hamas, et ça enlève beaucoup du sérieux de cette négociation. Nous, on est pessimiste. On pense pas qu'il y a beaucoup d'otages qui sont encore vivants. Et plus les jours passent, plus ça va devenir délicat. Donc intervient ici des éléments, des éléments étrangers ce qui touche à la stratégie pure ou à la tactique pure, et je séparerais ça du reste du raisonnement. Une autre chose euh, euh, qui est pas forcément absolue dans le jugement, qui est pas forcément stratégique dans le jugement, c'est la possibilité soit d'éliminer, soit d'appréhender Yahya Sinwar, parce que ce qu'on affirme ici en Israël en général, à la MENA en particulier, c'est que si cette nuit ou demain matin on se réveillait sur la nouvelle que Sinwar a été soit appréhendé, soit éliminé, c'est la fin de la guerre de Gaza et c'est la victoire d'Israël. Certes, il pourrait demeurer il pourrait demeurer des combats d'arrière-garde. Ça ne veut pas dire que euh, tous les membres du Hamas qui s'adonnent désormais à la guérilla cesserait immédiatement le combat, mais ce serait perdu, ce serait considéré par la communauté internationale comme une victoire d'Israël, et également comme la fin du califat du Hamas à Gaza. Et ça, c'est très important, comme quoi on voit que des éléments psychologiques, des éléments symboliques peuvent intervenir dans la réflexion stratégique et tactique et la modifier complètement, il faut le dire clairement. Et au contraire, si encore pendant quelques mois, Israël n'arrive pas à mettre la main sur Sinwar, euh, je ne sais pas si on parlera alors de défaite d'Israël, mais en tout cas d'une victoire qui ne serait pas complète. Et là, ça dépend d'énormément d'énormément de facteurs. Maintenant, au niveau tactique de ce qui se passe pour le moment ou jusqu'à maintenant, Tsahal ne fait pas n'importe quoi à Gaza, Antoine. Tsahal a fini le travail consistant à prendre le contrôle global de la bande côtière, de l'enclave palestinienne, surtout avec le contrôle euh, de la voie Philadelphie qui marque la frontière avec l'Égypte, et puis tout le pourtour de Gaza est dans les mains d'Israël, et Israël a fait le job, comme on dit au Canada, c'est-à-dire que toutes les unités coordonnées, cohérentes du Hamas ont été mises hors d'état de combattre. Il reste quelques centaines de combattants, de miliciens palestiniens, et ceux-là sont assez efficaces, mais dans un combat qui est purement un combat de guérilla, c'est-à-dire qu'ils attaquent les arrières de l'armée israélienne, d'unités israéliennes sur le terrain, avec des RPG principalement, des grenades anti-chars, qui font parfois des morts, c'est très désagréable, mais ça ne change pas à la constatation tactique. Et alors, autre élément très intéressant, on n'a pas assez de réservistes dans l'armée israélienne, et surtout ils coûtent très cher. Quand ils sont en train de combattre à Gaza, ils sont pas dans la high-tech, ils sont pas dans les usines, ils sont pas dans le commerce. Donc c'est un poids que l'État d'Israël peut difficilement supporter. Donc ce que Tsahal est en train de faire, c'est après d'avoir fait le nettoyage primordial, d'avoir pris le contrôle global de la bande de Gaza, ça intervient ponctuellement sur la base des renseignements qu'on obtient, et on obtient de plus en plus de renseignements intéressants, notamment grâce aux milliers de prisonniers, de miliciens qui sont faits prisonniers,
et on va aller rechercher, on va aller envoyer une division, une demi-division. À Rafah, c'était 2 divisions, tir à 2 objectifs. Le premier objectif, c'est qu'on espère toujours pouvoir libérer des otages. On n'en a certes pas libéré beaucoup jusqu'à maintenant par des actions militaires, des indications nous permettant d'espérer dans certains d'aller retrouver des otages dans certains boyaux souterrains ou dans des appartements. Et puis la deuxième chose qu'on va chercher, c'est Sinois, tout simplement. Mais évidemment que si on tombe sur d'autres chefs militaires ou politiques du Hamas, on les arrête également. Voilà ce Est-ce que est-ce qu'il y a un cherche rapport Tsahal. entre les deux fronts finalement? Est-ce que un cessez-le-feu à Gaza finalement serait nécessaire pour attaquer au nord ou les deux sujets sont déconnectés globalement? Non, on a eu pendant cette guerre jusqu'à 550 000 soldats israéliens mobilisés. C'est largement suffisant pour combattre sur les deux fronts. C'est peut-être moins confortable, mais aujourd'hui où il n'y a plus de bataille d'armée contre certes une milice, mais une milice organisée comme une petite armée au sud à Gaza. Eh bien, rien n'empêche Israël d'intervenir sur les deux fronts, mais surtout déjà maintenant, on voit que le front libanais est devenu le front principal. C'est maintenant qu'il va falloir faire quelque chose. On s'attend à n'importe quel moment à la riposte israélienne suite à ce qui s'est passé à Majd al-Shams. Et puis, c'est clair que l'essentiel de l'effort militaire va se porter du côté du Liban. Mais il faut aussi dire, par exemple, que à la guerre de Kippour en 73, alors que des armées quand même beaucoup plus impressionnantes que le Hezbollah et le Hamas, qui étaient 3 à 4 fois plus nombreux et aussi bien équipés que Tsahal en Égypte et en Syrie, après qu'ils aient pris l'initiative, ce qui est très important au niveau stratégique, on a réussi à les repousser, à remporter finalement cette guerre avec 315 000 soldats, avec un matériel, une technicité, une technologie qui n'ont rien à faire à ce qui est dans les mains de Tsahal aujourd'hui. Donc, on a largement suffisamment de soldats. C'est une question de décision, Antoine. Et là, presque toutes les ficelles de la décision se trouvent entre les mains du Premier ministre. Et c'est plus une question d'intérêt particulier. Ces détracteurs disent qu'il existe désormais un fossé entre ses intérêts privés, individuels, personnels et les intérêts du pays. Je peux pas dire que ce soit complètement faux. Donc il va falloir euh, attendre un petit peu parce on n'a pas de moyen de percer ce secret. Il est pas forcément, les décisions seront pas forcément prises d'une manière objective. Et ça va être la décision au final d'une seule personne sur l'étendue de la riposte, sur le fait de savoir si on cherche si on cherche une guerre globale et totale ou si on veut juste enregistrer euh, euh, surtout au niveau de l'opinion et au niveau de l'impact qu'on aura sur le Hezbollah, l'impact psychologique, l'impact menace qu'on aura par le choix de l'opération qu'on va faire. Voilà. Alors, on a parlé de tout ça effectivement tout à l'heure. J'aurais qu'on prenne un peu de recul maintenant peut-être et parler de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'Iran, comme tout le monde le sait, puisqu'on parle de ces fameux proxys par lesquels l'Iran intervient. Depuis un certain temps, on dit que l'Iran est proche du seuil de disposer d'une arme atomique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce front? Est-ce qu'on s'en occupe? Quel est son danger? Quelle est sa nature? Quel est votre point de vue? L'Iran, c'est l'essentiel. C'est presque des péripéties ce qui se passe à Gaza et au Liban. C'est peut-être aussi une manœuvre dilatoire de la part de l'Iran de continuer de faire durer ces petits conflits, il faut quand même les appeler comme ça, au Liban et à Gaza, parce que effectivement, on est très près de la réalisation de deux éléments de la bombe atomique en Iran, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'uranium enrichi pour faire une bombe atomique, et de là, ce que les Américains appellent la weaponization, c'est-à-dire
la construction de l'arme bombe atomique elle-même. Alors, ce qui manque aux Iraniens aujourd'hui, c'est les essais. On peut pas se déclarer puissance nucléaire sans avoir effectué des essais de sa bombe. Et là, les Iraniens n'y comprennent pas. Et ça génère aussi une discorde entre les États-Unis d'une part, l'Europe et Israël de l'autre, parce que les Américains sont d'avis que ça va prendre quelques mois, en tout cas, aux Iraniens pour effectuer ces tests. Tout le monde effectue ces tests, la Corée du Nord également. C'est un passage obligé. Nous, on pense que ça va prendre beaucoup moins de temps et surtout que le laps de temps qui existe entre les tests et la possibilité d'utiliser une bombe atomique est très court, comme on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre le moment où le projet Manhattan a abouti à une bombe atomique, a été testé et a été utilisé sur Hiroshima et Nagasaki. Ce qui a été fait au projet Manhattan vaut également pour l'Iran et c'est très effrayant. Et l'Iran est l'ennemi de tout le monde, pas seulement l'ennemi d'Israël. Pour l'Iran, ce qui est très désagréable, c'est d'avoir une tête de pont occidentale d'Israël qui a les mêmes valeurs que les États-Unis et que l'Europe. Ça, c'est totalement insupportable. Mais en regardant de près le type d'armes qu'ils conçoivent, notamment les missiles balistiques à longue portée, qui ne servent absolument à rien dans le cas d'Israël, on comprend assez rapidement que l'Iran a l'intention de faire peser une menace nucléaire quand il aura la bombe atomique et si on le laisse l'avoir, sur les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire que dans le dialogue avec l'Iran, on aura affaire en dialogue avec une puissance nucléaire, même s'ils n'ont qu'une ou deux bombes, ça ne change rien à l'équation. Et c'est très désagréable, c'est très difficile. Ça change tout d'avoir à discuter, d'avoir à gérer la politique régionale, la politique globale avec un pays qui est détenteur de la bombe atomique. Et c'est pour cela que c'est la priorité essentielle et que s'il y avait une entente politique avec l'Europe, l'Europe ne s'y engagera pas sans les États-Unis et les États-Unis n'en parleront pas avant l'élection du nouveau président en novembre. Et Israël pourrait se trouver toute seule à devoir agir. Et malheureusement, en Israël, depuis le 7 octobre, on parle pas beaucoup de l'Iran, ce qui ne signifie pas qu'on n'intervient pas pour retarder la bombe atomique par des opérations commando et de cellules sur place. Mais il est clair on ne donne pas assez la priorité au problème iranien, qui est le problème absolument principal. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait faire une opération maintenant, éventuellement seule pour Israël, avant qu'il ne soit trop tard? J'ai pas les éléments en main pour dire si c'est demain qu'il faut faire l'opération ou dans un mois. Là, on a suffisamment de renseignements, l'armée a suffisamment de renseignements pour le savoir. Et surtout, Israël intervient toujours au dernier moment quand une menace de cette importance intervient. On l'a vu avec Osirak en Irak, on l'a vu avec le réacteur atomique construit par les Nord-Coréens pour la Syrie, pour le régime Al-Assad, toujours au dernier moment. Tant qu'il y a une autre possibilité, notamment une possibilité diplomatique, elle est préférentielle. Si c'est pas possible, on va intervenir et on va devoir le faire également en Iran. Il y a aucun choix. On a un choix quand on prend l'initiative d'une guerre, d'un conflit, et quand à ce niveau-là, on peut l'arrêter quand on pense avoir atteint nos buts ou quand on pense qu'on peut pas les augmenter et les améliorer. Mais quand on est agressé, comme c'est le cas par l'Iran, par le Hamas, par le Hezbollah, on n'a pas cette opportunité d'arrêter les conflits quand ils ne nous conviennent plus. Là, on est en situation d'agressé et si on ne fait rien, eh bien l'Iran va posséder la bombe atomique. Suivant les avis, c'est une question de quelques semaines ou de quelques mois, c'est tout. Et ce sera catastrophique au niveau de la gestion planétaire. Quel changement pourrait apporter la réélection de Trump
ou au contraire l'élection de la vice-présidente actuelle, Kamala Harris? C'est difficile à dire. Les États-Unis vraiment ont ce réflexe depuis toujours en fait de ne pas intervenir militairement en dehors des États-Unis à moins que ce soit absolument nécessaire. Et visiblement, ils ne considèrent pas qu'une intervention contre l'Iran est absolument nécessaire. C'est un petit peu étrange d'ailleurs. L'armée américaine, le Pentagone, si, c'est-à-dire ils comprennent le danger, ils comprennent la menace que constitue une bombe atomique iranienne, et ils sont très actifs pour essayer d'influer sur leur propre gouvernement. Mais visiblement, que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains, c'est ce sens de l'urgence par rapport à la possibilité de la dotation en armes atomiques de l'Iran n'est pas une priorité. Et puis là aussi, il y a un gros élément psychologique. Euh, Peut-être que Donald Trump est un bon président, mais il n'est pas toujours logique, surtout au niveau stratégique. Euh, on l'a vu abandonner les meilleurs alliés des États-Unis en Syrie, que sont les Kurdes. Il les a laissés entre les mâchoires de l'ogre Erdogan, et il les a laissés en plan, et ça nous a beaucoup choqués, par exemple. Et là, assez étrangement, dans les discussions qui ont eu lieu à Washington la semaine dernière, euh, euh, il a conseillé vivement à Netanyahou d'arrêter la guerre le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux. C'est aussi cette position dont Emmanuel Macron s'est vanté aujourd'hui. Les grandes puissances industrialisées donnent l'impression d'affecter leur priorité à l'arrêt de la guerre. Et si quelqu'un pouvait m'expliquer quel est l'intérêt de la France à conserver le Hamas ou à conserver le Hezbollah ou à ne pas éradiquer la bombe atomique en Iran, je serais très intéressé parce que des fois, pour faire la paix, pour arriver à la paix et au calme, il faut faire la guerre. De nouveau, quand on est agressé, on n'a plus ce choix. Et là, on est visiblement agressé. Tout l'Occident. C'est pas uniquement le problème d'Israël, c'est un problème de tout l'Occident qui a agressé, et il doit réagir. Et stratégiquement, c'est impossible de comprendre cette pression de tous les instants, notamment exercée par la France, pour que la guerre du Liban ne se termine pas par la déconfiture et le démantèlement du Hezbollah, et notamment que ce soit dans la bande de Gaza, que ce soit au Liban, que ce soit en Iran, euh, ces puissances se désintéressent de l'intérêt des peuples. On voit bien dans toutes ces entités que les peuples sont soumis à la dictature de ces régimes autoritaires, et que ces peuples nous ressemblent, surtout au Liban et en Iran. C'est des gens qui ont aussi les mêmes valeurs que nous et qui aspirent à la liberté. Et en ne faisant rien, notamment, c'est peut-être pas la priorité absolue de pensée humanitaire, mais on parle beaucoup d'humanitaire, de paix, etc. Mais ça nous dérange beaucoup au titre stratégique d'abandonner, de priver ces peuples des appuis qu'on pourrait leur donner pour se débarrasser de ces régimes dictatoriaux. C'est même un peu choquant. Une toute dernière question, Stéphane Juffin. On a vu le 7 octobre a entamé, a été comme une espèce de coup de semonce et a ouvert une période de bouleversements géopolitiques qui sont en cours et dont on ne sait pas quand est-ce qu'ils s'arrêteront. Est-ce qu'on peut quand même essayer de se projeter au-delà de toute cette période et de voir ce qui aura changé dans le monde d'après le 7 octobre et ce qui a suivi sur le plan Avant, avant, de géopolitique? se, avant de se projeter, il faut analyser ce qu'on est en train de faire, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et nos problèmes dans la gestion des crises les plus ouvertes. On s'est rendu compte, on savait depuis toujours que les guerres asymétriques, c'est-à-dire entre une armée organisée, puissante, technologique, et une guérilla, étaient très, très rarement remportées par l'armée puissante et technologique. Ces armées
ont toujours eu de la peine à venir à bout des guérillas. Mais on ne pensait pas que le fossé était à ce point important. On ne pensait pas que le problème était à ce point important, notamment à Gaza, avec une milice qui est pas énorme, qui pouvait aligner au début peut-être 20-25 000 combattants, ce qui est à peu près le cas également du Hezbollah. Et ça fait 10 mois qu'on combat. Et l'armée israélienne est une bonne armée. C'est probablement, effectivement, la meilleure armée du Moyen-Orient. Elle n'est pas venue à bout. Mais c'est pas seulement le problème d'Israël, parce que il y a un exemple qui illustre cela parfaitement. C'est l'exemple des Houthis au Yémen. Les Houthis, par rapport au Hamas et au Hezbollah, c'est rien. C'est des combattants de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Ils ont des fusées, des missiles, des bateaux, ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas d'aviation. Et, euh, et cette petite force perturbe le commerce mondial, empêche tout, euh, tout transport de marchandises dans la mer Rouge, condamne le canal de Suez, qui est l'élément primordial de l'économie égyptienne. Il n'y a plus de bateaux qui passent dans le canal de Suez. Condamne le port israélien d'Elat sur la mer Rouge. Il est fermé, le port. Les Le- employés sont au chômage technique. Il y a 600 employés qui sont au chômage technique. Et simplement parce qu'à côté du détroit de Bab el-Mandeb, ils arrivent avec des moyens dérisoires à bloquer la navigation marchande, à obliger les pétroliers, les porte-containers à faire le tour de l'Afrique, à multiplier le temps et les coûts par 5, les frais d'assurance, etc. Et il faut savoir pourquoi on n'arrive pas à venir à bout de ces outils. Israël a essayé, les Américains, les Britanniques essayent chacun son tour. Non seulement ils tirent sur des navires marchands, mais ils tirent aussi sur des navires de guerre, y compris des navires de guerre des grandes puissances comme l'Angleterre, etc. On a un problème. Il faut l'analyser, il faut le solutionner. Ensuite, on pourra résoudre le problème. Les problèmes se résolvent pas d'eux-mêmes. Et puis ensuite, il faudra penser à des solutions techniques, à des solutions de stratégie et pas uniquement militaires, économiques. Comment on gère les problèmes de la planète? Comment on fait en sorte que demain, des situations ridicules, pathétiques, d'avoir un petit groupe armé qui empêche la Terre de tourner rond. Et ça, on n'a pas la solution pour le moment. Il y a des milliers d'experts stratégiques qui planchent là-dessus et on est obligé de résoudre cela avant de passer à autre chose. Et quand on devra passer à autre chose, il va falloir tout remettre en cause. Il va falloir réfléchir en dehors de la boîte. Pour Israël surtout, on a des fissures extraordinaires au niveau de la société. On doit repenser notre armée. On doit repenser notre société. Et c'est presque un Covid militaire, mais comme on doit repenser tous nos prix, quand je dis on, c'est bien sûr les États développés industrialisés, on doit repenser tous nos priorités, y compris Israël, l'Europe et les États-Unis. Et c'est un boulot d'une quinzaine d'années, s'il est fait correctement. Et il va falloir attendre pour voir si on est capable, si on a ce ressort, cette énergie, je parle de ces pays qui sont des pays alliés, d'effectuer cette démarche. On verra. Voilà. Et entre-temps, on espère que vous aurez eu l'occasion de pouvoir rentrer dans vos bureaux à Metula, puisque vous avez été, un certain nombre de bureaux ont été détruits. Vous espérez que c'est pour quand? Vous diriez que c'est pour quand maintenant, Stéphane Juffin, votre retour dans vos lieux? 2 mois après la décision de Benjamin Netanyahou de faire ce qu'il faut faire par rapport au Hezbollah. Aujourd'hui, on ne peut pas commencer la reconstruction. On rampe pour aller chercher des documents ou des caméras ou des éléments dont on a besoin jusque dans nos bâtiments la nuit, parce qu'on est à 400 mètres du Hezbollah et que s'ils nous voient, ils nous tirent dessus. On n'a pas du tout commencé le processus de reconstruction, de repeuplement. Il doit y avoir 20 personnes
vivent actuellement à Metula, et c'est surtout les gens qui s'occupent de la gestion quotidienne et de la défense. Donc on peut pas dire ça du tout. Ce que je peux dire, c'est que si Netanyahou donne à Tsahal la possibilité de faire ce qui doit être fait au Liban, eh bien, je pense que on pourrait rentrer chez nous au mois de septembre. On a la possibilité absolue de faire ce qui doit être fait, et c'est même un petit peu irritant, Antoine, je vous le cache pas. Mais si on voyait ces missiles anti-chars et ces drones détruire nos maisons à Metula, parlons dans cas qui nous est proche, et puis qu'il n'y avait rien à faire. Il arrive dans les péripéties d'une guerre, qu'on soit momentanément dans une situation où il n'y a rien à faire. On doit subir en ennemi supérieur, mais c'est pas le cas. On peut tout à fait changer en 2 jours l'équation et les empêcher de continuer à détruire nos villages et les 24 localités qui se trouvent sur la frontière. Et pour le moment, le gouvernement israélien n'a pas donné l'ordre de le faire. Pour tous les déplacés, pour les 70 000 déplacés dont je suis, par la force des choses, c'est peut-être l'élément le plus difficile à supporter, le fait de savoir que ça pourrait être autrement et que notre pays ne prend pas les dispositions nécessaires pour que ce soit autrement. Voilà, en tout cas, on vous souhaite effectivement de pouvoir retourner très prochainement dans vos locaux et de continuer votre activité, que vous continuez d'ailleurs dans des locaux provisoires, on l'a compris. Merci Stéphane Jouffa d'avoir accepté notre invitation. On peut d'ailleurs s'abonner, je crois, à votre chaîne. Hein. On va mettre le lien qui conduit pour ceux qui ça intéresse, les analyses stratégiques que vous produisez régulièrement. Merci à tous pour votre attention. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous rejoindre, à nous suivre. On va franchir le cap des 1,5 million de vues sur Mosaïque. Voilà, on a démarré donc en octobre dernier. Merci à tous pour votre soutien. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.